Depuis le Moyen Âge, le prisonnier de guerre est un sous-produit des conflits humains. Il reste généralement anonyme, sauf pour ses proches, même si ses conditions et son traitement peuvent devenir célèbres. La guerre du Vietnam a produit son lot de prisonniers. Plus de 650 Américains ont été capturés entre 1964 et 1973. Mais ces prisonniers n'ont pas gardé l'anonymat. Au fil des années, pratiquement chaque Américain a fini par connaître le nom d'au moins un prisonnier, d'une épouse esseulée ou d'un enfant sans père, car certains de ces prisonniers sont restés en captivité pendant près de 9 ans, plus longtemps que n'importe quel prisonnier de guerre dans d'autres conflits. Pendant cette période, ils sont passés de quelques Américains oubliés dans une prison asiatique obscure à des figures centrales dans le désengagement final des forces des États-Unis. Ceci est l'histoire de leur captivité. Voici une reconstitution d'une cellule du Hanoi Hilton, probablement l'une des premières qu'un prisonnier de guerre capturé voyait. C'est une cellule solitaire ou individuelle utilisée pour isoler les prisonniers de guerre. L'isolement était une pression courante exercée sur les prisonniers de guerre américains au Nord-Vietnam, presque tous ayant passé quelques mois en cellule solitaire et certains jusqu'à 4 ans. Un pilote nouvellement capturé a passé ses 1000 premiers jours en isolement, la plupart du temps dans une cellule comme celle-ci. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner plus en détail les conditions de captivité. Il s'agit des conditions physiques des prisonniers de guerre, cellules, nourriture, camps, ainsi que le traitement du ravisseur, les interrogatoires et les pressions physiques et psychologiques. Entre 1964 et 1973, plus de 650 Américains ont été capturés en Asie du Sud-Est, principalement au Nord-Vietnam. La plupart de ces hommes, pilotes de l'armée de l'air ou de la marine, furent capturés lors des bombardements au-dessus du Nord-Vietnam entre 1966 et 1968. Ceux capturés au Sud-Vietnam étaient généralement des membres de l'armée de terre et du corps des Marines. Mais comme nous allons le voir, très peu d'entre eux ont été détenus au Sud-Vietnam. Au lieu de cela, ils ont été transférés vers le nord dans des camps de prisonniers dans la région de Hanoï. Au Laos, les forces de sauvetage américaines ont récupéré beaucoup plus d'aviateurs abattus et il y avait donc moins de prisonniers. Seuls 9 hommes ont été rendus par le Pathet Lao. Ces hommes n'avaient passé que quelques semaines au Laos avant d'être eux aussi transférés au Nord-Vietnam pour y être détenus. Aucun de ces captifs du Laos ou du Sud-Vietnam n'a jamais été reconnu comme prisonnier de guerre par le Nord-Vietnam jusqu'au cessez-le-feu de 1973. Sur 122 prisonniers américains rendus par le Viet Cong, seulement 28 ont réellement été libérés au Sud-Vietnam. Tous ces hommes ont été capturés dans cette zone générale et n'ont jamais été déplacés loin d'une série de camps situés dans les régions frontalières du Sud-Vietnam et du Cambodge. Les autres prisonniers de guerre libérés par le Viet Cong avaient en tous été capturés au nord de la ville de Dalat, puis transférés au Nord-Vietnam pour y être détenus. Ces hommes étaient parfois déplacés en grands groupes, comme ce fut le cas pour les 41 prisonniers de guerre capturés lors de l'offensive du Tet au début de 1968, tandis que d'autres étaient donc déplacés individuellement ou en petits groupes de 2 à 3 hommes. Presque tous suivaient un itinéraire similaire vers le nord, traversant la piste Ho Chi Minh. L'environnement pour ces prisonniers de guerre détenus au Sud-Vietnam était primitif. Les camps étaient souvent des cages de bambou, huttes ou bunkers, et la vie y était difficile. Les prisonniers étaient souvent attachés ou enchaînés longtemps, non par maltraitance, mais pour des raisons de sécurité. Leur traitement variait selon la politique de chaque camp. Ce qui se passait dans un camp n'affectait pas le traitement dans les autres. Les déplacements des prisonniers étaient fréquents et impliquaient souvent de marcher pendant des semaines entre les camps. Le commandant R.C. Schrump a été détenu dans 12 camps durant 5 ans de captivité. La routine quotidienne des prisonniers, qui consistait généralement à simplement survivre jour après jour sans aucune commodité, variait peu.
L'exposition aux éléments menaçait constamment la santé et les soins de médecins qualifiés étaient quasi absents, même si certains Viet Cong agissaient comme aides médicaux. Les prisonniers souffraient constamment de malnutrition, compliquée par des attaques fréquentes de dysenterie, de dermatite et de paludisme. Au fil des années, un homme sur 5 capturés est mort en captivité. En général, il était plus difficile de survivre à la captivité dans le Sud-Vietnam, mais d'un autre côté, il n'était pas aussi difficile de s'évader des camps du Sud que de ceux du Nord. Il y a eu 26 évasions réussies au Sud-Vietnam, ce qui représente plus de 12% des prisonniers de guerre capturés. Voici Hanoï, destination finale pour presque tous les Américains capturés en Asie du Sud-Est. Située à environ 60 miles à l'intérieur des terres, au cœur du delta du fleuve Rouge, la ville compte plus d'1 million de Vietnamiens et est encore parsemée de pagodes du 8e siècle ainsi que de vestiges plus récents de l'administration française. Parmi les constructions du XXe siècle figure la prison de Hoa Lo, édifiée par les Français au début des années 1900. Elle s'étend surtout un pâté de maisons au centre de Hanoï, face au ministère de la Justice. La prison de Hoa Lo, surnommée Hanoi Hilton au début de la guerre, accueillait les prisonniers américains dans une partie du camp, le reste étant réservé aux criminels vietnamiens. Les prisonniers de guerre américains ont fini par inventer des surnoms pour 3 sections principales de l'installation pénitentiaire. En 1967, l'Hanoi Hilton fut surnommé Little Vegas, lorsque les prisonniers de guerre nommèrent sarcastiquement leurs cellules d'après des casinos de Las Vegas, Thunderbird, Mint, Riviera, Stardust, etc. Le coin adjacent du camp s'appelait d'abord Heartbreak, car la majorité des interrogatoires s'y tenaient en nom. En 1971, il a acquis un autre surnom, New Gui Village, car les prisonniers de guerre nouvellement capturés, ou les nouveaux venus, étaient pour d'abord pris en charge dans cette zone. La 3e et plus grande section de la prison, ouverte fin 1970 après le raid sur Son Tay, fut appelée Camp Unity, car c'est là que tous les prisonniers de guerre américains furent rassemblés pour la première fois. Elle était composée de 9 grands blocs cellulaires ouverts entourant une cour intérieure et une zone d'exercice, et pouvait accueillir jusqu'à 400 prisonniers. 13 camps ont servi à détenir les prisonniers de guerre américains au Nord-Vietnam. 8 d'entre eux étaient situés à l'extérieur de la ville de Hanoï, généralement à l'ouest. Le Briar Patch, par exemple, a été ouvert en 1966 en lien avec le programme de crimes de guerre mené à cette époque. Les Nord-Vietnamiens ont transféré une 50aine de prisonniers dans ce camp et les ont soumis à une pression constante afin de les forcer à avouer des crimes de guerre contre le peuple du Nord-Vietnam. La caserne d'An Hoi, surnommée Camp Fate par les prisonniers, était le plus grand camp hors de Hanoï, accueillant plus de 200 prisonniers de guerre à la fin de 1970. Durant cette période, les prisonniers ont découvert la vie en communauté pour la première fois, après près de 6 ans d'efforts pour les isoler au maximum. Un autre camp, surnommé Dog Patch, était inhabituel à 2 égards. Il était d'abord situé loin de Hanoï, à moins de 16 km de la frontière chinoise, dans une zone assez inaccessible du nord du Vietnam. Deuxièmement, contrairement à tout autre camp utilisé dans le nord du Vietnam, il était fortement camouflé même au niveau du sol afin que les villageois locaux ne sachent pas que des prisonniers de guerre américains s'y trouvaient. C'était sans doute pour s'assurer que ces prisonniers ne soient pas perdus lors d'une opération de sauvetage américaine dans les derniers mois de la guerre. Voici à quoi ressemblait le camp de Son Tay en 1969. Le petit camp isolé, situé à près de 40 km à l'ouest de Hanoï et en dehors des défenses antiaériennes lourdes du Nord-Vietnam, constituait une cible presque parfaite pour une tentative de sauvetage. Le 20 novembre 1970, une petite force héliportée a atterri dans le camp pour tenter de sauver une 50aine de prisonniers de guerre supposés présents. Malheureusement, bien que le raid ait été exécuté sans complication, les prisonniers avaient été déplacés de façon routinière vers un autre camp situé à environ 25 km de là. L'activité continue des Vietnamiens restés dans la région produisait tous les signes extérieurs d'un camp de prisonniers actifs, si bien que le raid a été lancé contre un complexe vide.
Juste après le raid, les Nord-Vietnamiens ont rapidement évacué tous les camps hors de Hanoï et transféré les prisonniers dans la unité de camp du Hanoi Hu, Idar-Sundara Okra, Hanoi Hilton. Cette centralisation des prisonniers de guerre a contraint le ravisseur à cesser l'isolement et la séparation des prisonniers, permettant ainsi pour la première fois leur organisation efficace. En général, le traitement des prisonniers américains au Nord-Vietnam peut être caractérisé comme appartenant à l'une des trois grandes périodes. De la capture des premiers prisonniers à mi-1964 jusqu'à fin 1965, il y eut peu de mauvais traitements physiques ou de torture. Il est vrai que les prisonniers de guerre étaient interrogés pour obtenir des informations, mais ces interrogatoires, bien que recourant à la privation de nourriture et de sommeil, ne pouvaient qu'en être qualifiés de brutaux, inhumains ou inhabituels. À l'automne 1965, l'attitude des Vietnamiens envers les interrogatoires a changé. Leurs anciennes techniques d'interrogatoire n'avaient pas donné beaucoup d'informations utilisables, et l'administration nord-vietnamienne lançait aussi un nouvel effort pour exploiter les prisonniers de guerre à des fins de propagande. Sans forte contrainte, les prisonniers refusaient de signer les aveux et excuses réclamés par le ravisseur. Et par conséquent, les Vietnamiens ont lancé un programme de torture qui allait durer près de 4 ans. La torture a été définie comme l'application d'une douleur si intense qu'elle provoque une perte de conscience ou de volonté. Une grande partie des sévices physiques infligés par les Nord-Vietnamiens à la fin de 1965 correspondent à cette définition. Souvent, les prisonniers étaient forcés en fait de se torturer eux-mêmes en étant obligés de rester debout, assis ou à genoux pendant des périodes insupportablement longues. Un prisonnier a été forcé de s'appuyer contre un mur de 7 heures du matin à 9 heures du soir pendant 6 jours et demi. Un autre était resté assis sur un tabouret sans manger ni boire plus de 3 jours. Lorsqu'un homme s'évanouissait ou faisait semblant de s'évanouir, il était frappé pour le remettre en position. La pire violence physique, cependant, était celle infligée directement par le ravisseur, dont les accessoires favoris étaient les cordes, les barres de fer et les entraves, qu'il combinait de différentes manières. Les prisonniers étaient fréquemment attachés par les chevilles dans des entraves. Ensuite, leurs mains étaient menottées dans le dos et leurs bras attachés ensemble avec une corde du poignet jusqu'au coude. Ensuite, une corde plus longue pouvait être passée des bras du prisonnier autour de son corps et à travers la barre de fer à ses pieds pour le forcer à adopter différentes positions entravées selon la force et l'imagination des gardiens. Dans une variante, la corde attachée au coude du prisonnier était lancée par-dessus une poutre permettant de soulever tout son corps du sol. Dans certaines cellules, des entraves pour les pieds étaient utilisées pour attacher le prisonnier à son lit. Il était facile pour les gardiens de transformer ces entraves en un instrument de torture encore plus rigoureux. Les flagellations étaient une torture courante. Avant 1969, les prisonniers étaient attachés à des tables ou même à des arbres, puis battus avec des bâtons de bambou ou de fines bandes de caoutchouc découpées dans de vieux pneus de camion jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Lors de certaines flagellations, le prisonnier recevait entre 800 et 1000 coups de fouet. Des punitions physiques comme celle-ci étaient généralement combinées à l'isolement, au refus de nourriture et de sommeil, au refus de soins médicaux et au harcèlement général. Même lorsque les mauvais traitements étaient monnaie courante pour presque tous les prisonniers, le geôlier essayait généralement d'invoquer une justification morale à la torture. Le plus souvent, il inventait une accusation commode selon laquelle l'un des règlements du camp avait été enfreint. Le prisonnier fautif était puni pour sa prétendue infraction, puis on lui permettait d'expier ses péchés en fournissant des informations ou de la propagande que le geôlier désirait. C'était l'une des nombreuses utilisations des règles du camp imposées dès les premiers jours de détention pour établir un programme quotidien d'humiliation et de harcèlement des prisonniers de guerre. Tous les agresseurs américains pris la main dans le sac lors de l'attaque pirate contre la République démocratique du Vietnam sont des criminels. Pendant votre détention dans ce camp, vous devrez obéir strictement aux règles suivantes. Tous les criminels devront s'incliner devant tous les Vietnamiens du camp. Tous les criminels doivent adopter une attitude polie en tout temps, sinon ils seront sévèrement punis.
Tous les criminels répondront avec enthousiasme à toute question ou invitation ou feront tout ce qui leur sera ordonné par l'autorité du Comité d'action contre la malveillance. Les criminels ont l'interdiction de tenter de communiquer entre eux. Après ces 4 années de conditions très dures, la troisième et dernière période de traitement a commencé en octobre 1969. Durant ces 3 dernières années de captivité, les tortures ont cessé au profit de punitions plus légères, d'une meilleure alimentation et d'une amélioration des conditions de vie. De nombreuses banquelules et spéculations entourent la cause de ce changement, probablement liée à la forte pression de l'opinion publique américaine et internationale qui a culminé en 1969 et 1970. De plus, les Vietnamiens se rendaient compte que la résistance des prisonniers de guerre contrecarrait bon nombre de leurs efforts de propagande et que le monde entier qualifiait leur rare succès de pure propagande. De nombreux prisonniers tombaient malades et mouraient à cause des mauvais traitements, et le geôlier comprit qu'il ne pouvait laisser que les conditions se dégrader plus. Tout au long de leur captivité, les prisonniers ont été soumis à des interrogatoires, dont beaucoup étaient menés dans les conditions montrées ici. Au début de la guerre, les interrogateurs se concentraient surtout sur les informations militaires, comme les types d'avions, tactiques de combat et armes utilisées. Durant ces années, les interrogatoires échouaient souvent à cause de l'incompétence en interrogatoire, de la barrière linguistique et du manque de connaissance de l'armée américaine. À titre d'exemple de ce manque de compréhension, les pilotes de la marine étaient souvent interrogés ou questionnés, comme les prisonniers l'appelaient, sur le système d'approvisionnement nécessaire pour soutenir la force opérationnelle de la marine en Asie du Sud-Est. Cependant, ces interrogatoires visaient souvent à recueillir des croquis détaillés des porte-avions, accompagnés de schémas montrant les emplacements des enclos pour les cochons et les poulets. Par la suite, les Vietnamiens, mieux informés et plus sophistiqués, ont pu exercer une pression bien plus forte sur les prisonniers. Signe-le. Ensuite, nous veillerons à ce que ton bras soit soigné immédiatement. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Tu mets notre patience à l'épreuve, criminel. Je vous ai donné toutes les informations. Les plus fortes pressions, cependant, étaient généralement réservées aux tentatives visant à obtenir des déclarations de propagande. Bien que les prisonniers réussissaient généralement à éviter de répondre aux questions d'ordre militaire, il y avait peu de possibilités d'esquiver lorsqu'ils étaient confrontés à une déclaration de propagande. Le prisonnier n'avait que de choix, signer ou ne pas signer. La campagne d'extorsion politique la plus vaste a été lancée à la mi-1966, lorsque les Vietnamiens ont commencé à tenter d'obtenir des aveux écrits de ce qu'ils qualifiaient de crimes de guerre. Les prisonniers subissaient des pressions pour avouer et s'excuser des violations de l'espace aérien nord-vietnamien et des bombardements présumés de sites civils comme des églises, écoles et hôpitaux. Les prisonniers de guerre subissaient parfois des pressions pour vanter leur bon traitement et écrire des demandes de pardon au peuple vietnamien. Le programme de crimes de guerre a commencé avec la célèbre marche de Hanoï de juillet 1966 où 52 prisonniers de guerre furent exhibés dans les rues et agressés par une foule. Les émissions de radio décrivaient la haine du peuple vietnamien et leurs exigences, selon lesquelles les prisonniers devaient en être jugés comme criminels de guerre. La seule alternative au procès et à l'exécution, disaient les Vietnamiens aux prisonniers, était d'avouer ces crimes et d'adopter une attitude appropriée, c'est-à-dire coopérative. Malgré ces menaces, aucun prisonnier n'a accepté de se soumettre. S'ensuivit une longue période de torture pendant laquelle les prisonniers furent humiliés comme jamais auparavant et finalement contraints de rédiger les déclarations que les ravisseurs souhaitaient. Les délégations américaines et étrangères, attirées par ces déclarations, voulaient toutes interroger un prisonnier de guerre américain. Ces visiteurs étaient toujours menés dans un camp vitrine à Hanoï pour voir des prisonniers sélectionnés. Le camp le plus fréquemment visité durant les premières années de la guerre est montré ici et était connu des prisonniers de guerre sous le nom de la plantation. Les hommes subissaient des pressions et parfois la torture pour rencontrer les délégations et réciter par cœur des discours sur leur traitement humain et leurs sentiments anti-guerre.
Les prisonniers profitaient de privilèges récréatifs spéciaux lors de ces visites, comme ce match de basket-ball dans un autre camp vitrine, le zoo. Ce camp fut d'abord un centre de loisirs pour officiers français, puis un grand studio de cinéma vietnamien, avant de devenir un centre pénitentiaire en 1965. Des pièces comme celle-ci étaient présentées aux visiteurs comme étant typiques des conditions de vie des prisonniers, alors qu'en réalité, presque tous les prisonniers de guerre étaient détenus dans d'autres camps dans des conditions bien différentes. Même si les prisonniers pouvaient être contraints de rencontrer des groupes de visiteurs, ils parvenaient souvent à montrer très clairement le caractère forcé de leur participation en restant totalement impassibles et, de façon encore plus explicite, en affichant délibérément un geste de mépris envers le caméraman. Les prisonniers étaient constamment à l'affût de moyens de contourner les efforts vietnamiens d'isolement et d'exploitation et parvenaient donc généralement à maintenir un certain degré de communication et d'organisation. L'évasion est un objectif clé pour toutes les organisations de prisonniers de guerre, y compris en Afrique du Nord. Cependant, s'évader du Nord-Vietnam était extrêmement difficile et il n'y eut en fait que quelques occasions où les prisonniers de guerre américains ont réellement tenté des évasions sérieuses. Les camps n'étaient pas un grand obstacle. Les forces de garde étaient peu nombreuses et pas très bien entraînées, et la seule barrière à l'évasion était souvent une simple clôture de 2 mètres de haut. Cependant, une fois par-dessus cette clôture, le grand Caucasien en pyjama rayé était loin de passer inaperçu dans les rues de Hanoï. Une fois sorti de Hanoï, il devait encore parcourir de nombreux kilomètres à travers un territoire densément peuplé, où sa race, sa langue, sa taille, ainsi qu'une population hostile rendaient tout déplacement presque impossible. En octobre 1967, 2 prisonniers ont tenté une évasion audacieuse. Ils ont été faiblement confinés dans un camp près de la centrale thermique de Hanoï, à quelques centaines de mètres de la rivière Rouge. Profitant de l'occasion sans réelle préparation, les hommes se sont échappés du camp et ont rejoint la rivière, espérant atteindre la mer pour contacter une patrouille de la marine américaine. Les hommes ont dérivé toute la nuit, parcourant près de 15 km avant l'aube. À l'approche de l'aube, les 2 hommes ont été repérés par des pêcheurs qui les ont rapidement repris et ramenés à Hanoï. À leur retour à Hanoï, les 2 évadés ont rejoint 9 autres prisonniers. Des hommes haut gradés désignés comme organisateurs et fauteurs de troubles dans un nouveau camp surnommé Alcatraz. Ce camp se composait de 11 cellules d'isolement situées dans 2 petits bâtiments au sein du ministère de la Défense nationale nord-vietnamien, encore une fois situé dans le centre-ville de Hanoï. Dans ce camp, une quasi-solitude totale et 14 heures par jour les jambes entravées furent hors la règle pendant près de 25 mois, jusqu'à l'amélioration notable du traitement fin 1969. Une autre tentative d'évasion a eu lieu une nuit pluvieuse de 1969 lorsque 2 prisonniers ont lancé une opération minutieusement planifiée depuis le zoo. Les 2 évadés ont quitté leur cellule par un trou dans le plafond, puis, déguisés en paysans vietnamiens, ont tenté de contourner la limite ouest de Hanoï, espérant à nouveau atteindre le fleuve Rouge et dériver vers la mer. Les hommes ont été repris le lendemain matin après 10 heures de liberté. Les évadés et d'autres prisonniers de guerre du zoo ont été soumis à plusieurs jours de coups et d'interrogatoires, alors que les Vietnamiens tentaient d'éliminer le leadership des prisonniers et de détruire leur réseau de communication. Cette purge au zoo fut l'un des derniers exemples de torture vraiment sévère au Nord-Vietnam, car en octobre 1969, après plus de 4 ans de traitements souvent brutaux, un tournant décisif fut atteint. L'époque des conditions dures laissa place à des peines plus légères et de meilleures conditions de vie. Les Vietnamiens tenaient pas beaucoup à leur image mondiale, le commandant du Hanoi Hilton devenant le bouc émissaire face à la publicité sur les mauvais traitements des prisonniers. Dans des excuses publiques au peuple du Nord-Vietnam, il a dû admettre avoir mal appliqué la politique clémente et humaine du gouvernement envers le personnel capturé. L'amélioration du traitement s'est manifestée de nombreuses façons. Des vêtements et couvertures ont été distribués, la ration de cigarettes doublée à 6 par jour et les prisonniers ont pu passer plus de temps hors de leur cellule. Le régime alimentaire a également été amélioré avec l'ajout de nouilles, de plus de viande et d'autres ingrédients à la soupe quotidienne.
Voici des images diffusées avant 1969 par les Vietnamiens dans le but de montrer la nourriture délicieuse et appétissante servie régulièrement aux prisonniers. En réalité, les prisonniers de guerre ne recevaient un tel repas que 2 ou 3 fois par an, lors d'occasions spéciales comme le Tet, le Nouvel An vietnamien, et à Noël. Tous les autres jours, ils ne recevaient que 2 repas, chacun composé d'un bol de soupe claire, généralement à la citrouille, et de 2 petits pains. Les soins médicaux se sont aussi un peu améliorés fin 1969. Contrairement à ces films de propagande, les soins étaient rarement prodigués dans des hôpitaux professionnels. Les problèmes médicaux courants étaient les brûlures, fractures lors de l'abattage ou la capture, la dysenterie, troubles gastriques et parasites intestinaux. Faute de soins médicaux, les prisonniers de guerre ont créé leurs propres remèdes, tels que manger des peaux de banane contre la diarrhée ou utiliser du dentifrice comme antiseptique. En 1970, le traitement a continué de s'améliorer lentement. Cependant, certains hommes sont restés en isolement dans chaque camp, et la majorité des prisonniers de guerre n'étaient pas autorisés à écrire ou à recevoir des lettres, même après 5 à 6 ans de captivité. Les altercations fréquentes avec les gardiens ont continué, souvent liées aux activités de communication des prisonniers de guerre. Parallèlement, l'organisation des prisonniers de guerre s'est améliorée dans tous les camps grâce à une pression moindre. Fin 1970, après le raid de Son Tay, les Vietnamiens ont dû rassembler tous les prisonniers de guerre dans leur prison la plus sûre, le Hanoi Hilton. Les prisonniers ont rapidement saisi cette occasion sans précédent pour consolider leurs forces et ont bientôt créé l'organisation qui allait durer pendant les 3 dernières années de captivité, la 4e escadre alliée de prisonniers de guerre. L'escadre rassemblait 352 prisonniers américains du Hanoi Hilton, 3 prisonniers thaïlandais et un lieutenant de l'armée de l'air sud-vietnamienne, formant ainsi une organisation alliée. L'escadre a été appelée la 4e, car pour la 4e fois ce siècle après la Première et la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, des militaires américains étaient captifs. La devise de l'escadre formalise l'objectif des prisonniers de guerre, revenir avec honneur. L'escadre était dirigée par le général de division John P. Flynn, alors colonel et plus haut gradé détenu prisonnier. Son état-major comprenait des représentants de tous les services et s'étendait jusqu'à chaque chambre du Hilton, qui était désigné comme escadron. L'organisation est devenue assez complexe et sophistiquée, et comme l'a dit un rapatrié, nous avions tout sauf un responsable du contrôle de la faune et nous l'aurions probablement eu dans quelques mois de plus. Les prisonniers n'avaient pas accès à des films comme My Fair Lady, mais certains avaient vu plusieurs fois un même film et sont devenus conteurs de films, une réponse aux besoins de divertissement. Un prisonnier, par exemple, a d'abord raconté en captivité l'intrigue de base de My Fair Lady, pendant environ 1 heure. À la fin de la captivité, il créait un spectacle impressionnant de 4h30 avec musique et paroles. Un autre prisonnier de guerre a créé une version de 8 heures de Autant en s'emporte le vent. Certains prisonniers sont devenus experts en narration de romans, d'autres ont créé des cours complets en français, espagnol, histoire américaine, art, philosophie, thermodynamique et mécanique automobile. Ces cours étaient dispensés aux compagnons de cellule et aux prisonniers intéressés du camp, les conférences étant transmises de pièce en pièce en frappant sur les murs. La stimulation intellectuelle de ces activités éducatives était un soulagement pour ces hommes restés des années en isolement, n'ayant que l'exercice, la rêverie et l'observation minutieuse des araignées, lézards et autres petites créatures en cellule. Au fur et à mesure que les prisonniers s'organisaient et résistaient mieux à l'exploitation ou à l'intimidation vietnamienne, la relation avec leurs geôliers a évolué vers une philosophie du vivre et laisser vivre. Chaque camp a établi sa propre position puis s'est abstenu de toute incursion provocatrice sur le territoire de l'autre. Les Vietnamiens continuaient cependant à sonder les prisonniers, toujours à l'affût de la moindre occasion de faire de la propagande ou de les endoctriner. Dès le début, les Vietnamiens étaient désireux d'endoctriner les prisonniers par tous les moyens possibles. Leur objectif n'était pas de convertir les prisonniers au communisme, mais surtout de réduire leur confiance envers le gouvernement américain et son rôle en Asie du Sud-Est.
les prisonniers recevaient souvent des leçons de la part des responsables du camp, qui étaient toujours très disposés à engager les prisonnières de guerre dans des discussions philosophiques sur la guerre. Comme en Corée, où les Chinois offraient aux prisonniers de guerre le choix entre la voie réactionnaire ou la voie progressiste, les prisonniers au Vietnam étaient confrontés au choix entre la voie de Lyndon B. Johnson ou celle de Ho Chi Minh. Le fait de ne pas choisir la bonne voie entraînait un traitement plus dur, la torture et des menaces d'emprisonnement à vie ou de mort. Quelle que soit la technique d'endoctrinement utilisée, les prisonniers de guerre savaient Ntrambe et très bien qu'ils n'entendaient en tant qu'une seule version de la véritable histoire. Pour contrer cette déformation des nouvelles, les prisonniers utilisaient parfois une méthode d'interprétation appelée décodage à 180 degrés. C'est-à-dire qu'ils croyaient simplement exactement le contraire de ce que disaient les Vietnamiens. Ainsi, par exemple, lorsque cette information était diffusée à la radio du camp par Hanoi Hana, les prisonniers ont calculé que le dimanche en question était le dimanche de Pâques, le jour de la grande parade de Pâques à New York, et que la véritable histoire était probablement quelque chose comme ceci. Comme mentionné plus tôt, les améliorations du traitement dès fin 1969 ont permis aux prisonniers de se rétablir nettement, physiquement et mentalement des années d'isolement, de mauvais traitements et de violence. Si les prisonniers avaient été libérés mi-1969, ils seraient revenus en bien moins bon état physique. Au cours des derniers mois de captivité, à partir de septembre et octobre 1972, les Vietnamiens ont encore nettement amélioré certains aspects de la vie des prisonniers de guerre face à un règlement de paix imminent. Des aliments supplémentaires et des compléments spéciaux ont été donnés aux prisonniers de guerre malades. Les hommes de tous les escadrons pouvaient désormais se mélanger librement dehors et jouer à divers jeux comme le volleyball ou le basketball. Certains ont entamé des examens médicaux, dont des radiographies thoraciques. Et enfin, dans les tout derniers jours de captivité, les Vietnamiens ont commencé à reconnaître et à traiter avec les chefs de la 4e escadre, permettant ainsi à la libération de se dérouler sans heurts sous la direction de l'état-major de l'escadre. Vous venez de voir certains aspects de l'expérience de captivité en Asie du Sud-Est. Ce que vous n'avez pas vu et que nous ne pouvons pas recréer pour vous, c'est une représentation fidèle des expériences émotionnelles intenses que ces hommes ont vécues au cours de leurs nombreuses années de détention. La vie d'un prisonnier n'est facile dans aucune circonstance. Avec l'amélioration majeure du traitement fin 1969, on conclut que la captivité, auparavant très difficile, devient presque supportable dès lors. Mais pour le prisonnier, la monotonie, les angoisses, les peurs et les incertitudes de la captivité persistent même pendant les meilleures périodes de détention. Il vit dans un environnement presque totalement dépourvu de l'une des ressources psychologiques les plus précieuses de l'homme, le sentiment de sécurité. Cela seul peut avoir un effet débilitant considérable au fil de longues années de détention. On peut aussi se demander comment la captivité en Asie du Sud-Est diffère qualitativement de celle d'autres guerres. La réponse à cette question figure dans les propos du colonel de l'armée de l'air Richard Kern, prisonnier en Europe en 1944-1945, puis plus de 8 ans au Nord-Vietnam. Il a dit « La captivité chez les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale était dure, mais j'étais traité comme un être humain. Mon expérience en Asie du Sud-Est était complètement incroyable, indescriptible et hors de ce monde. » Les prisonniers sont rentrés chez eux, fiers et confiants en leur pays, ce qui a surpris de nombreux Américains. Cependant, la leçon qu'ils ont si ouvertement affichée était celle enseignée par Goethe il y a des années. Ce que vous héritez de vos pères, méritez-le, sinon il ne vous appartient pas. Ces hommes avaient vécu une crise de la liberté comme peu d'autres Américains l'ont fait. Ils avaient dû s'examiner, renoncer à la facilité et redécouvrir la vigueur, la foi, le courage et l'imagination nécessaires à la survie. Pensée intense, idéalisme ardent, sacrifice sans limite. Ce sont ces qualités qui ont permis à ces hommes de revenir avec honneur.
Merci d'avoir regardé. Pour soutenir la création de contenus historiques comme celui-ci, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.